Il n'y a pas de souci. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, installez-vous confortablement. Alors là, je vois qu'il y a actuellement 27 personnes connectées. Bonjour à tous. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour dire bonjour et d'où vous venez. Bonjour Véronique. Salut Gwendoline. Salut Julien de Belgique. Super, un Belge qui nous suit. Pas très loin de nous au final, hein, puisque là on est tous à Lille. Bonjour Anaïs. Véronique, tu es de Bordeaux. Ok. Salut Simon, que je crois reconnaître de Twitter. Salut Laura, qui a l'air de te connaître, Clémentine. Oui. Salut Quelqu'un de la Vanessa. famille. On a des supporters, ça fait plaisir. On a même une Bretonne, évidemment, avec Sophie. Ok, très bien. Donc installez-vous confortablement. On attend un petit peu que tout le monde arrive. On va pas tarder, mais voilà, on attend quelques minutes que tout le monde arrive. N'hésitez pas à dire bonjour dans les commentaires, d'où vous venez. Je vais également vous mettre un petit sondage. Hop, si j'y arrive. Ah, on a 2 Suisses. Attendez, Lausanne, c'est en Suisse aussi, hein. Que je dise pas de bêtises. Bonne question. Alors, je vais vous créer un petit sondage. En attendant que tout le monde arrive. Ok, je vous ai envoyé un sondage pour savoir est-ce que vous êtes plutôt designer, développeur, chef de projet ou autre. Pour avoir un petit peu plus de connaissances de qui vous êtes. Salut Elise, salut Nathalie, Andrea, Molly, Alexandre. Alors, pour l'instant, en termes de sondage, vous êtes la moitié de designer. On a un seul développeur, 5 chefs de projet, 4 autres. Ça m'intéresse un petit peu de savoir c'est quoi derrière le autre pour vous. Est-ce que vous êtes business analyst? Est-ce que vous êtes couteau suisse? Dites-nous tout. On va démarrer dans quelques instants. Chercheur, oui, effectivement. J'ai oublié chercheur en option. Véronique, merci de le mentionner. Chercheur, donc plutôt UX Research, a priori. Salut Yann. Yann qui va intervenir avec nous tout à l'heure. Ok. Architecte d'information. Ok. On en voit assez peu, mais c'est important aussi. Ouais. Coordinateur pédagogique pour Julien et Julien est avec une archi conseillère en accessibilité. D'accord, très bien. Gwendoline, toi tu es Game User Researcher consultante spécialisée en neurodiversité, accessibilité des jeux vidéo. Ok, top. Intéressant. Super. On a des profils vraiment variés, hein, Alicia, Clémentine. C'est super. C'est que ça concerne beaucoup de monde. Exactement. Ok, il est 18h05. Je vous propose qu'on démarre tranquillement. Déjà, merci à tous d'être là. On est actuellement 36. Et je vois qu'il y a pas mal de commentaires, donc c'est top. Vous êtes a priori dynamique et à l'écoute, c'est top. Donc, bah voilà, sur l'île, on n'a pas que des champions de France de football, on a aussi des jeunes designers passionnés d'accessibilité. Donc, comme Clémentine et Alicia que vous voyez ici en webcam. Alors, ce soir, elles vont nous parler d'accessibilité. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir un petit peu leur présentation hier soir en avant-première. Et ça va être pas mal d'exemples et des astuces à appliquer. Donc moi, j'ai hâte personnellement.
Donc ça, ce sera la première partie. En deuxième partie, on aura une table ronde avec des profils qui sont aussi très différents, qui exprimeront en fait chacun leur vision, leur retour projet sur le sujet de l'accessibilité. Donc, on aura la chance d'avoir avec nous Sophie Erniaud, qui est référente accessibilité numérique chez Crédit Mutuel Arkea. On aura aussi Floréline Belloud, qui est UX designer chez Worldline. On aura aussi Charles-Antoine Kest, qui est UI product designer chez Capgemini. Et Yann Cozon, qui est développeur web freelance, que j'ai vu passer aussi dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à leur poser évidemment toutes les questions que vous avez dans l'onglet dédié à droite, même aussi à voter sur les questions qui ont déjà été posées. Donc plus une question est votée et plus elle va ressortir, on va dire. Et donc plus elle ressort et plus il y a de chances qu'elle soit susceptible d'arriver auprès de nos intervenants et donc d'avoir une réponse. De mon côté, donc moi je suis Gianni Polito, je suis responsable antenne FLUPA de Lille. Je pense que j'en connais quelques-uns dans les commentaires ici. Je serai votre animateur ce soir. Il y a quelques semaines, voilà, juste pour la petite histoire, j'ai été contacté par Clémentine et Alicia qui ont eu l'idée de cet événement. Et évidemment, côté FLUPA, on a très très rapidement accepté parce qu'en fait, l'accessibilité, l'inclusion, ça fait vraiment partie du design, de l'expérience utilisateur. Et vous savez, chez FLUPA, dès qu'on peut, on essaye de mettre en avant ces sujets lors des conférences, mais aussi d'avoir, j'ai envie de dire, des actions très concrètes. Donc, par exemple, au précédent UXD, j'en parlerai un petit peu, mais c'est notre événement phare. Aux UXD, on fait toujours attention d'avoir du sous-titrage, par exemple, en live des conférences. On fait attention aussi de créer des événements qui soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc voilà, on est vraiment très content ce soir de pouvoir héberger ce meet-up et d'en faire profiter un maximum de personnes. Ok, je vous parle de FLUPA depuis tout à l'heure, mais FLUPA, qu'est-ce que c'est? FLUPA, c'est l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur. On a un double objectif. Le premier, promouvoir la pratique de l'UX. Le deuxième, animer un réseau de professionnels. Donc ça peut être voilà, des designers du privé, du public, des chercheurs, des étudiants. FLUPA, c'est composé de 19 antennes, donc partout en France, mais aussi en Belgique, Luxembourg, Suisse et au Canada, avec une antenne à Québec. Donc, on est dans 5 pays. On a réalisé depuis l'année dernière, vous savez, il n'y a pas trop d'événements physiques qui est possible. Donc, on a réalisé essentiellement des événements en ligne sur Livestorm, donc là où vous êtes actuellement. Et c'est aussi une communauté de 9000 membres sur Meetup. Voilà, hors Covid, évidemment, les meet-ups, ça peut être vraiment de toutes formes différentes. Ça peut être simplement des apéros pour boire un verre avec des collègues, mais ça peut être aussi des conférences, des projections de films, de documentaires, des ateliers, design thinking, d'idéation, etc., mais aussi des événements au sens large qui suivent un petit peu l'actualité. Hop. J'en parlais tout à l'heure, les UX Days, c'est l'événement, c'est le plus grand événement de l'UX francophone. Il a lieu du 7 au 11 juin. Cette année, c'est un petit peu spécial parce qu'il sera 100% en ligne, hébergé donc sur Opin. N'hésitez pas à regarder le programme, il est vraiment top. Donc, ça va être vraiment une semaine en fait d'ateliers et de conférences. Il y a pas mal de billets qui sont partis. Je pense, Angie, n'hésite pas à confirmer, mais tous les billets ateliers sont partis, donc il n'y en a plus. Par contre, il reste encore des billets, évidemment, pour suivre les conférences en direct. Voilà, sur le thème du futur réinventé. C'est le même thème que l'année dernière, mais au final, c'est toujours d'actualité. N'hésitez pas aussi, si vous voulez soutenir l'association, si vous voulez bénéficier un petit peu de prix à ces différents événements, à adhérer à l'association. Donc, c'est une adhésion annuelle voilà, qui vous donne un petit peu des avantages et qui nous permet aussi à nous de vivre, tout simplement, parce qu'on a pas mal aussi de coûts. En plus de ça, on est présent sur pas mal de réseaux sociaux, notamment voilà, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, les événements, les posts qu'on met. Donc, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Si vous voulez voir toutes les sessions, tous les webinaires Livestorm, mais aussi ceux qui ont été filmés dans la vraie vie, n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Tous les replays sont dessus. Ouais, je parle trop vite. Je vois que Angie est en train d'illustrer un petit peu tout ça avec des liens. Merci Angie.
Et enfin, si vous voulez, voilà, si vous avez des questions par rapport au design, si vous avez envie de connecter un petit peu avec la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Slack. Voilà, tout le monde y est. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui passent dessus, des offres d'emploi, des actualités, des discussions. Donc ça peut être vraiment le bon endroit pour ça. Voilà, bah écoutez, moi je pense que tout est dit. Je vais maintenant laisser la parole à Alicia et Clémentine qui vont nous raconter pourquoi l'accessibilité, ça les touche personnellement et comment on peut intégrer cette démarche dans les projets. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Alicia, Clémentine, bah, je vous laisse la main. Merci. Donc, bonjour à tous. Déjà, on peut se présenter rapidement. Je m'appelle Alicia Boucourès. Je suis en master de design UX/UI à l'ECV Digital de Lille. Et voilà, on va vous présenter ça. Donc, Clémentine, vas-y. Pour ma part, c'est à peu près la même chose. Je suis aussi en master UX/UI Design à l'ECV Digital de Lille et je m'appelle Clémentine Dezer, du coup. Alors, je vais vous partager ma présentation. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, en tout cas, on voit l'écran, oui. C'est super. Parfait. Donc, aujourd'hui, on vient vous faire cette conférence pour vous parler du handicap, mais pourquoi? On va vous l'expliquer. C'est une histoire qui nous lie personnellement. Oula. Pourquoi? Ça arrive, ça arrive. Pas qu'il fasse ça trop souvent. Donc pourquoi? Tout d'abord, de mon côté, je suis concernée par le handicap par rapport à mon neveu Thibaut. Donc j'ai mon neveu qui a 9 ans maintenant, chez qui on a décelé malheureusement des troubles envahissants du développement vers 2-3 ans. Donc ça se traduit par des troubles de l'attention, par des difficultés de concentration, par des troubles psychiques et des difficultés cognitives. Donc clairement, pour l'expliquer simplement, une tâche simple comme s'habiller ou patienter dans une salle d'attente, en fait, pour lui, ça relève de l'insurmontable, tout simplement. Et de mon côté, c'est ma maman qui est atteinte de la fibromyalgie. C'est pas possible. Désolée. Alors, je vais peut-être laisser comme ça, parce que j'ai peur que ce soit le plein écran qui saute à chaque fois. Excusez-moi. Désolée. Pas de souci. Donc, je reprends. Donc, moi, c'est ma maman qui est atteinte de la fibromyalgie. Donc, c'est une maladie qui a une centaine de symptômes, dont des douleurs musculaires qui sont diffuses dans tout le corps, le sommeil léger, la fatigue persistante, un état dépressif. Et du coup, tout ça entraîne des difficultés de concentration. Et donc, elle va rencontrer des difficultés sur, par exemple, une commande sur un site de e-commerce. Quand il y a beaucoup trop d'informations pour elle, elle finit par parfois abandonner ses commandes et elle attend quelqu'un, moi par exemple, pour que je puisse l'aider pour finaliser ses achats. Donc, on va peut-être commencer par redéfinir ce qu'est le handicap. Donc, est-ce que le handicap est un problème physique? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème tout court? Donc, pour vous redonner une définition officielle, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un environnement qui n'est pas adapté à une déficience. Donc, on a répertorié pour vous les différents types de handicap qu'on va vous définir. Le premier, c'est le handicap moteur. Donc, c'est le premier handicap auquel on pense quand on parle de handicap. Ça recouvre l'ensemble des troubles qui peuvent entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité. Et en général, ça touche les membres supérieurs et inférieurs. Donc, ça entraîne les difficultés de déplacement, de manipuler ou d'effectuer certains gestes quotidiens.
Ensuite, on a le handicap sensoriel. Donc, celui-ci, il touche majoritairement l'ouïe ou la vue. Et ça se traduit par des difficultés de communication et surtout d'intégration sociale de la personne handicapée. On va retrouver également le handicap psychique, qui est lui une conséquence d'une maladie mentale, donc qui n'est pas à confondre avec le handicap mental qu'on verra un peu plus tard, ou juste après, je crois. Et donc ça entraîne un déficit relationnel et des difficultés de concentration, alors que la personne, elle va garder toutes ses facultés. Donc, le handicap mental, justement, celui-ci, il se traduit par des difficultés de réflexion, de conceptualisation, de communication et surtout de prise de décision. Donc ces difficultés, elles peuvent être palliées par un accompagnement humain qui est généralement permanent ou évolutif, mais surtout adapté à la situation de la personne. Et pour finir, on va retrouver donc les maladies invalidantes, donc, comme celle dont moi et Clémentine connaissons des personnes. Les maladies invalidantes regroupent un ensemble de troubles de la santé donc, qui peuvent atteindre des différents organes comme le cœur, les poumons ou encore les reins. Et ces maladies, elles peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives, mais surtout, c'est des déficiences qui constituent souvent un handicap non visible. Et donc, qu'est-ce que l'accessibilité ? Donc l'accessibilité, pour la définition officielle, c'est tout ce qui est caractère de quelque chose, d'un lieu qui sont accessibles. Donc par exemple, l'accessibilité à un bus ou à un immeuble pour les personnes handicapées. Mais c'est aussi le droit ou la possibilité qu'a quelqu'un d'avoir accès à quelque chose. Donc par exemple, l'accessibilité à un emploi. Donc nous, on retient surtout que c'est le droit d'avoir accès à. Et donc en quelques chiffres, on a en fait 1,5 million de Français qui ont une déficience visuelle. Donc ça représente, il y a aussi 850 000 personnes français qui sont à mobilité réduite. Donc on a donc 12 millions de Français d'handicapés, soit 1 Français sur 6 pour tout type de handicap confondu. Donc 12 millions de Français sont exclus lorsqu'un environnement n'est pas pensé pour eux. Et ça donne quoi ? Enfin, on se demande surtout qu'est-ce que ça donne un environnement qui est pensé pour eux. Donc on vous a préparé quelques exemples qu'on va vous montrer. Notre premier exemple, c'est les lunettes de soleil. Donc en fait, les lunettes de soleil ont été inventées au XVIIIe siècle par l'opticien anglais James Askell, qui lui a inventé ces lunettes à verre teinté pour corriger les troubles de la vue de ses patients. Ensuite, on va retrouver la télécommande qui a été inventée en 1956 par Robert Adler. Et en fait, la télécommande a été inventée pour les personnes qui étaient en incapacité de se déplacer pour changer de chaîne, donc les personnes en handicap moteur. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'assistant personnel, donc le voice-over, traduit en anglais. Donc, lui, il est apparu en 2009, mais il a été démocratisé en 2010. En fait, le principe du voice-over, c'est de permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d'avoir la description auditive des informations affichées sur leurs écrans. Et en fait, cet assistant personnel a été complété par le lancement de Siri lors du lancement de l'iPhone 4, puisque grâce à Siri, on a pu avoir la nouvelle fonctionnalité de commander par ordre vocal son smartphone. Et donc, pour le numérique, on va avoir par exemple le lecteur d'écran JAWS, donc Job Access with Speech, qui a été inventé en 1989 par Ted Enter. Et lui, il permet de retranscrire par synthèse vocale ou sur un afficheur de braille tout ce qui est affiché sur l'écran, que ce soit en termes de contenu ou de structure. On a aussi la navigation au clavier qui a été pensée pour les personnes qui n'étaient pas capables de naviguer avec une souris sur leur ordinateur, sachant que, on le rappelle, le clavier est en fait un descendant de la machine à écrire qui a été créé en 1839 par François-Pierre Faucon. Ensuite, on va retrouver la loupe d'écran Zoom Text qui, un peu comme JAWS, permet de lire les écrans, donc le contenu qui est affiché sur les écrans, mais il permet également d'agrandir les textes jusqu'à 60 fois et de redimensionner les pointeurs du souris.
Donc, ça permet une facilité d'accès pour les personnes en situation de handicap. Et donc, en quelques chiffres par rapport au web, ou même au digital, on a en fait 70% des sites qui ne sont pas accessibles. Donc, ça représente 80% des sites d'actualité et d'information, 2 sites e-commerce sur 3 et 70% des sites publics. Et donc, en fait, on a 2 personnes sur 3 ayant des troubles de la vision qui abandonnent leurs transactions quand ils sont sur le web. Donc, notre réflexion avec Alicia, c'est qu'en fait, un environnement pensé pour eux, c'est finalement utilisé par tout le monde. Donc, notre réflexion, c'est d'émettre l'idée qu'un environnement peut arrêter d'exclure les différences et surtout de penser ou d'apprendre à penser différemment. Et donc, maintenant, on va vous exposer notre vision de la conception. Et pour ça, on va commencer par la réflexion UX, donc sur l'expérience utilisateur. Donc, on va commencer par vous expliquer ce que fait un UX designer. Donc, il conçoit un produit ou un service et à travers une recherche exploratoire, on va pouvoir déterminer les attentes, les besoins, les capacités, le comportement et la motivation de l'utilisateur. Donc, ça va nous permettre en fait de vraiment de tout savoir sur eux. Donc, on va vous montrer quelques exemples de bonnes pratiques à respecter. Donc, par exemple, là, pour l'exemple de la bonne ergonomie, on va utiliser un formulaire, parce qu'on a déjà tous rempli un formulaire sur le web. En fait, par exemple, un formulaire bien pensé, donc celui de gauche, c'est un formulaire sous lequel, quand l'utilisateur va avoir fait des erreurs, les erreurs seront soumises à l'utilisateur sous le champ qui lui-même est erroné, ce qui permet à l'utilisateur de directement comprendre et de voir où est son erreur. Alors qu'à à droite, si les erreurs sont répertoriées au fond du formulaire, déjà ça oblige l'utilisateur à chercher ses erreurs, à les comprendre de lui-même, ça lui fait perdre du temps et ça peut provoquer aussi un sentiment de frustration. Un deuxième critère, on peut parler de la hiérarchie des textes. Donc, en fait, le fait de mettre en avant les informations les plus importantes en jouant avec les graisses et les tailles de texte. Donc là, par exemple, sur la carte de gauche, vous allez voir que le nom de la carte et le prix sont mis en gras et ça permet de tout de suite voir les informations importantes. Donc, en général, sur les sites de e-commerce, ça va être le prix. Et ici, quand tout est plus ou moins à la même hiérarchie, c'est beaucoup moins visible. Alors, par rapport à la vidéo qu'on est en train de vous montrer, on a pris le cas de la maladie particulière qui est le Parkinson. Pour vous démontrer qu'en fait, les zones de clic doivent être des zones assez larges parce que les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson auront beaucoup plus de difficultés à accéder aux boutons sur lesquels elles souhaitent cliquer. Et donc forcément, si la zone est plus large, elles auront plus de facilité et elles auront plus de facilité surtout à naviguer à l'intérieur du site web. Ensuite, après l'UX, on en vient à l'UI. Et on va aussi vous redéfinir ce que fait un UI designer. Donc, un UI designer va rendre la navigation plus fluide et plus intuitive en répondant à des codes de design tout en respectant l'identité d'une marque et veiller à la cohérence des visuels tout en respectant le parcours utilisateur défini par l'UX designer. Donc, premier conseil sur les contrastes. Il est important de savoir que des référentiels d'accessibilité imposent des rapports minimaux sur les contrastes de couleurs, donc entre le fond et la couleur du texte. Et on essaye d'avoir un ratio qui est au minimum de 4,5 pour le texte courant pour avoir un contraste adapté et de 3,20, si je ne dis pas de bêtises, pour les titres. Et donc, ici, vous voyez que, par exemple, sur la carte de gauche, vous pouvez sans problème lire mes couleurs sont-elles suffisamment contrastées. Par contre, à droite, c'est pratiquement illisible ou alors il faut vraiment forcer.
Ensuite, on a une autre bonne pratique à respecter, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre les différents caractères d'une typographie. Par exemple, là, on peut le remarquer que sur l'exemple du bas, l'espace qu'il y a entre les caractères est inexistant, voire même, en fait, elle se marche dessus, et du coup, le nombre est beaucoup moins accessible, alors que l'exemple du dessus, le nombre est tout à fait lisible, et on peut le comprendre en un quart de seconde. Ensuite, l'utilisation de la typographie est tout aussi importante au niveau de son alignement. Donc, lorsqu'un texte est justifié, donc comme ici au centre, l'espace entre les mots n'est jamais le même. Et du coup, ça peut perturber la lecture. On va avoir exactement le même problème sur le texte centré, puisque le texte ne commence jamais au même endroit. Donc, la bonne pratique serait de ferrer les textes à gauche pour pouvoir avoir un espacement entre les mots qui est identique et des phrases qui commencent au même endroit. Après, on essaye de respecter aussi des grilles et des structures, parce que comme pour les paragraphes, une grille respectée, ça donne une meilleure compréhension du contenu. Ça permet aussi de hiérarchiser le contenu à l'intérieur du site web et aussi de garder une proportionnalité lorsqu'on va adapter le contenu à différents supports comme les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs. Et enfin, on va vous parler du focus d'image. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour qu'une image sur un site web, elle doit être informative, attrayante et réfléchie. Et on doit donner du sens aussi bien par le texte que par l'image. Donc, le fait de définir un point focal sur une image, ça va permettre de pouvoir la rogner sur différents formats et de générer des images qui soient toujours impactantes, peu importe le format. Et pour terminer, après avoir fait l'UX et l'UI, on va vous montrer quelques bonnes pratiques en développement, donc ce que les développeurs essayent généralement de respecter. Du coup, pour commencer, on a ce qu'on appelle aussi la navigation au clavier. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la navigation au clavier, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser de souris. Et en fait, pour aider les personnes à comprendre où est-ce qu'elles se situent lorsqu'elles naviguent, on a ce qu'on appelle un focus clavier, donc c'est-à-dire une identification visuelle de la zone sur laquelle on est en train de se balader. En fait, la bonne pratique à respecter absolument, c'est de ni supprimer ni masquer ce focus, parce que si on le retire ou qu'on le masque, les personnes seront complètement perdues lorsqu'elles vont se déplacer au clavier. Donc ensuite, on va avoir les images avec une description. Donc ça permet à l'utilisateur d'être placé dans un contexte si jamais les images ne sont pas perceptibles. Donc si il a désactivé les images dans sa navigation ou en cas de lecteur d'écran. Donc pour comprendre les images qu'ils ne peuvent pas voir, il faut remplir la balise, l'attribut alt et préciser et donner une description précise de l'image. Tout ça pour nous amener au fait que quand on conçoit des sites internet, on a des normes qui nous aident à les concevoir correctement et on va du coup vous les présenter. Donc, la première qu'on souhaite vous présenter, c'est le W3C, donc, qui est un organisme international à but non lucratif. Et leur mission, c'est d'apporter des standards du web pour uniformiser tous les contenus. Et ils ont d'ailleurs publié le WCAG, donc le Web Content Accessibility Guideline, qui répertorie 3 niveaux d'exigence, le A, le 2A et le 3A. Donc, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les contrastes de couleurs. Et donc, avec un contraste minimum de 4.5 et un contraste minimum, pour le 2A, et pour le 3A, un contraste minimum de 7. Mais celui-ci, il est très difficile à respecter et souvent, on est plus sur du 2A que du 3A. Ensuite, on a le RG2A, donc c'est le référentiel général d'accessibilité des administrations. Donc ça concerne les administrations, les services publics et aussi certains services privés numériques. Et en fait, le but du RG2A, c'est de rendre accessibles ces sites pour toutes les personnes qui sont valides ou non valides.
Et surtout, pour les citer, un service numérique accessible, c'est un service numérique qui est facile à utiliser pour les personnes handicapées, mais surtout qui est de meilleure qualité pour tous. Et pour finir, on vous présente Hopquest. Donc, eux, leur but, c'est de rendre le web accessible à tous, que ce soit, peu importe le profil, l'âge, les compétences, l'aptitude physique ou mentale, et surtout le matériel de connexion. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais nous, en Europe, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir une connexion à Internet souvent illimitée et avec des outils qui nous permettent de charger rapidement les contenus. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde dans le monde. Et Hopquest s'arrange à créer des checklists pour permettre de donner à tous les professionnels du web une culture qui est commune dans le monde entier et pour tous les projets web. Donc, pour terminer notre présentation, Alicia et moi, on va vous citer une phrase de notre intervenant en développement web qui s'appelle Arnaud Zec, qui nous a énormément marqué lors de nos cours avec lui. C'est que l'accessibilité, c'est pas un travail, c'est un devoir. Et cette phrase, elle montre vraiment le point qu'on voulait soulever dans cette présentation, c'est que en concevant pour les 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, au final, on design pour tout le monde. Et c'est vraiment l'inclusivité du design qui est importante. Voilà, je vous remercie. Enfin, nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup, Clémentine, Alicia. Oui, ça fait toujours du bien de rappeler effectivement les bases aussi de l'accessibilité. Ok. Peut-être on peut... Alors, je ne sais pas comment vous souhaitez fonctionner. Est-ce qu'on démarre la table ronde? Ou sinon, il y avait deux questions. La première, peut-être, qui est liée à votre présentation, de Véronique. Quelles sont les sources pour les chiffres des sites non accessibles? Vous avez annoncé 80% des sites qui étaient non accessibles. Est-ce que vous vous rappelez de la source? On pourra les donner à la fin. Je pourrais rajouter une page avec les sources et on pourra la mettre en disponibilité, je pense. Là, de tête, je ne sais plus. Ça marche. Il y avait une autre question de Mélanie. En somme, le focus clavier est en quelque sorte le plan du site. Alors, il faut voir ce qu'on appelle le plan du site, parce que techniquement, le plan de site, c'est une page dédiée qui sert à expliquer tout le contenu qu'il y aura dans le site en fonction des onglets, des pages, etc. Pour nous, le focus clavier, c'est plus vraiment l'indication visuelle, comme dans la vidéo, qui entoure en fait le lien ou le bouton ou le contenu sur lequel la personne malvoyante ou aveugle va se balader en fait. Donc c'est vraiment plus l'indication visuelle pour... c'est un peu le pin sur la carte qui vous dit « vous êtes ici ». Ok, ça marche. Bah, écoutez, moi je vais descendre de scène. Je vous laisse appeler vos intervenants. On va appeler les intervenants pour qu'ils viennent. Donc il y a notamment Charles-Antoine, Floréline. Hop, vous allez recevoir une invitation et évidemment Sophie aussi. Sophie qui était en train de parler. Yann. Voilà. Et Yann, ok. Hop là. Ok, bah, du coup, moi je descends de scène et je vous laisse gérer la table ronde. À tout de suite. Merci. Merci. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Florine. Bonjour. Alors Yann va arriver aussi apparemment. On démarrer du coup par une présentation de chaque intervenant. On t'a pas très bien entendu, Jenny. Oui. Ouais. Je voulais juste peut-être faire un tour de table pour vous présenter chacun. Parce que là, il manque Yann. Oui, du coup, vu qu'on est censé être 6. Yann. Alors, il devrait arriver. Se prépare. Je ne sais pas si... Ah. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Alors, déjà, merci à vous d'être là pour
pour répondre un peu à quelques questions et nous parler d'accessibilité dans vos métiers. Donc déjà, vous pouvez vous présenter. On va commencer peut-être par aller par Charles-Antoine. Yep. Du coup, donc moi c'est Charles-Antoine, donc je suis designer depuis bientôt 10 ans aujourd'hui. Et je suis designer donc chez Capgemini et aujourd'hui je suis en mission depuis 3 ans et demi donc chez Leroy Merlin et ADO où je suis lead designer sur le design system de ADO. Merci. Florelie. Oui. Donc bonsoir à tous, moi je suis actuellement UX designer au sein de Worldline qui est spécialisée dans la transaction en ligne après avoir été passée par plusieurs secteurs d'activité, plusieurs endroits dont en l'occurrence Capgemini ou un laboratoire pour les dispositifs médicaux ou même une start-up. Donc je travaille actuellement dans un studio d'UX, UI designer et intégrateur. Merci Florelie. Yann. Alors moi je suis développeur, développeur web, plutôt front, je suis freelance, je suis certifié Opquast, je donne des cours à l'ECV et je suis aussi membre du staff de Paris Web. Voilà. Et Sophie. Ah, vas-y, pardon. Bonjour à tous, donc moi je suis Sophie Arnaud, je suis référente accessibilité numérique au Crédit Mutuel Arkea, donc à Brest, depuis 3 ans maintenant, bientôt 4. Toutes les sites et les applications mobiles de nos clients, dédiés aux clients. Et pour information, je suis déficiente visuelle grave, c'est pour ça que j'ai eu cette mission aussi pour justement être en situation de handicap face à justement les outils, quoi, en utilisant tous les outils, enfin une partie des outils que vous avez présentés, mais bien d'autres. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Du coup, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous prenez en compte l'accessibilité dans vos métiers. Du coup, si on peut garder le même ordre que tout à l'heure, ce serait parfait. Le même ordre. Super, donc je commence toujours. Absolument. Ok. Alors du coup, par rapport à ça, moi, je suis plutôt, j'ai plutôt des affinités avec l'UI design. Donc de base, je vais plutôt m'intéresser au sujet, le prendre en compte sur les styles. Donc après ma mission d'aujourd'hui où je travaille sur le design system, on essaie vraiment de considérer l'accessibilité comme une brique dans les fondations du design system et faire en sorte d'éviter que les designers en fait aient à se poser ces questions sur est-ce que si j'utilise ça, c'est accessible, est-ce que si je fais ça, c'est accessible. Donc on essaie déjà à ce niveau-là de corriger ce problème. Donc ça va passer par les couleurs, par la taille des éléments. Donc par exemple sur les boutons, on va définir certaines tailles parce qu'on sait qu'en dessous de telle taille, les boutons ne seront pas accessibles. Vous en avez parlé tout à l'heure. Si on a des maladies, on pourrait avoir des tremblements ou autre. Si on a un bouton qui fait peut-être 16 pixels, ça risque d'être compliqué. Et aussi sur la structure du site. Donc poser un peu des guidelines. Là, je parle de ça sur ma mission actuelle chez Leroy Merlin. Ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'on a une couleur de la charte qui n'est pas accessible. C'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps. Par contre, on sait qu'on veut le rendre accessible, mais vu que la couleur appartient vraiment à l'image de marque, derrière, en fait, on a tout relié à des tokens côté code. Donc, on a travaillé avec des développeurs. Et on sait qu'un jour ou l'autre, on voudra rendre ce verre accessible. Et en fait, en changeant nos tokens, derrière, on pourra rendre les sites plus facilement accessibles. Donc, il y a énormément de choses qu'on a en chantier. On essaie de régler le maximum de problèmes dès que c'est possible, dès que ça touche à d'autres périmètres. On essaie juste, en fait, au moins de préparer le terrain en se disant que à partir d'un moment, on pourra vraiment régler ce problème. De mon côté, on accompagne l'ensemble de nos équipes clients dans tout secteur, donc logistique, bancaire, assurance, grand public, dans la conception et la réalisation de solutions numériques. Donc,
de ce côté-là, en tant qu'UX, l'objectif, c'est d'englober l'accessibilité dans la démarche en continu, donc depuis la partie de recherche utilisateur, où forcément on va aller chercher et essayer de connaître notre public cible, mais on va essayer d'intégrer une variété de publics pour justement prendre en compte cette notion d'accessibilité tout du long. On va veiller à intégrer les bonnes fonctionnalités et bien évidemment en respectant les bonnes pratiques d'ergonomie, donc vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, derrière, l'objectif, c'est de sensibiliser l'ensemble du public de Worldline, donc pour que derrière, au niveau intégration, l'accessibilité suive aussi. Merci. Alors moi, alors comme je suis freelance, j'interviens avec pas mal d'agences et avec des clients en direct. Donc en fonction du client, soit on discute accessibilité sans souci, soit je mets en place tout ce qui est bonne pratique de qualité web et d'accessibilité sans que ça se voit en fait. Globalement, comme j'interviens en fin de projet, je récupère les maquettes et j'essaye d'améliorer les choses comme je peux. Et sinon, quand il y a vraiment des grosses problématiques en termes de créa ou d'UX, j'essaye de sensibiliser ou d'évangéliser sur le sujet pour améliorer les choses. Super. Pardon. Et Sophie? Sophie? Ah, ton micro. Ton micro est désactivé. Alors, à la limite, on peut peut-être... Voilà, excusez-moi. Pas de souci. Du coup, moi, dans mon travail, donc l'inclusion fait partie de la raison d'être du Crédit Mutuel Arkea au sens large. Donc aussi pour les personnes fragiles enfin qu'on va dire fragiles. Donc ça inclut les personnes âgées, les personnes avec des difficultés ou en grande précarité, et puis les personnes donc en situation de handicap. Donc ça fait quelques années que ça a été pris en compte et par la création d'un site accessible, enfin en revoyant nos technologies déjà. C'est là que je suis arrivée dans cette équipe, dans ce service. J'étais ailleurs avant. Et du coup, on m'a proposé cette mission de référent accessibilité. Donc, ça a commencé par de la sensibilisation auprès des équipes, parce que je travaille avec des développeurs, avec des intégrateurs graphiques, avec des chefs de projet, en fait. Donc, pour leur expliquer un peu ce que c'est que, comme vous l'avez dit, l'accessibilité, le handicap, pourquoi voilà, on doit fonctionner différemment. Et puis, on a évolué avec le temps vers des contrôles de ces sites et des applications mobiles, parce qu'on travaille aussi sur mobile. Et donc, je recense ce qui ne va pas et je demande les corrections, donc en relation avec les services concernés. Donc, comme je disais, mon service, mais aussi les marketing, les designers. Voilà, ça va beaucoup plus large. Et puis, on suit la réglementation en vigueur qui aujourd'hui nous impose du coup, on est concerné par cette accessibilité. Donc, ça a fait bouger un peu plus les lignes. Voilà, le fait que la réglementation ait bougé aussi, ça nous a. C'était déjà une valeur qu'on voulait mettre en place, mais du coup, ça l'a accéléré. Et ça donne un peu plus de poids. Donc maintenant, on a des audits. Je suis en lien aussi avec des auditeurs et voilà, et on continue le travail. Mais c'est un gros travail. Merci Sophie. Notre prochaine question, c'est de vous demander quels sont pour vous les enjeux actuels en matière d'accessibilité. Yep. Du coup, je rebondis sur ce que Sophie vient de dire. Moi, je m'étais noté deux enjeux. Le premier qui est juridique, vu que c'est passé du côté du gouvernement, tout ça. Par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que en fait, avant, c'était surtout de la sensibilisation où si on était intéressé par le sujet, on essayait de sensibiliser et de rendre nos produits accessibles sans forcément avoir plus de poids derrière. Aujourd'hui, maintenant que c'est impératif de rendre ces sites accessibles, après, ça dépend du chiffre d'affaires
des sites, tout ça. Mais c'est plus facile en fait derrière de dire il faut rendre nos sites accessibles. Et en plus de ça, on sera raccord avec les lois, tout ça. Le deuxième, c'est du coup de rendre les produits inclusifs, pardon. Donc de faire ce qu'on attend réellement d'un designer. Donc à savoir rendre un produit utilisable et fonctionnel, et pas juste être designer et faire, on va dire, de belles interfaces où on est content, on a fait un UI kit sur Figma. Sauf que ça, pour moi, c'est pas juste être designer. Donc, et c'est ce qui peut souvent se passer où on va faire de belles interfaces, sauf qu'en fait, ces interfaces sont un peu vides et on va pas répondre à tous ces besoins-là et surtout à l'inclusion qui est de plus en plus importante. Donc, je pense que les enjeux, surtout, ça va être de penser son produit visuellement, mais pour être accessible, et pas visuellement parce qu'on trouve ça beau. Et du coup, ça va jouer sur la perception des choses, les compréhensions sur la page et aussi l'ergonomie. Du coup, je rejoins complètement Charles-Antoine sur la partie inclusive. Bien évidemment, l'objectif, c'est de contribuer à diminuer les difficultés d'accès à l'information et de justement de pouvoir toucher un public plus large. Donc là-dessus, on est sur la même lignée. Et ce que je rajouterais juste, c'est au niveau de la sensibilisation du public, que ce soit le public qui justement est porteur de projets dans le numérique, mais aussi autour de soi. Le deuxième enjeu, c'est vraiment de sensibiliser et de faire en sorte que l'accessibilité soit prise non pas comme une contrainte, mais bien évidemment comme une façon de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur de façon générale. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément toujours simple dans l'ensemble des projets dans lesquels on peut travailler. Alors moi, je rejoins Florine sur la sensibilisation. Je dirais même que en fait, l'accessibilité, c'est un peu un domaine assez spécialisé et en fait, ça devrait devenir quelque chose de courant. Au niveau de la sensibilisation, malgré tout, il faut penser formation. En fait, il y a un gros enjeu sur les formations pour former tous les métiers du numérique à l'accessibilité. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Par rapport aux lois, alors avoir des lois, c'est cool, mais il y a une question de responsabilité aussi. Il y a une responsabilité à avoir par rapport à nos créations sur le web. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est important comme enjeu. Et un autre enjeu qui peut être important, c'est essayer de combattre aussi l'accessibilité washing qu'on commence à voir arriver avec certaines entreprises qui ont une définition un peu particulière de l'accessibilité. Et voilà, je pense que dans le futur, c'est des choses à travailler sur ce sujet. Alors pour moi, ça se résumerait en 2 mots, inclusion et citoyenneté. Inclusion, parce que en fait, ces 2 mots-là, pour moi, c'est vraiment 2 mots importants et pas que pour l'accessibilité numérique, hein, ça s'adresse à l'accessibilité au sens large. Pourquoi ? Parce qu'on est tous différents dans ce monde et que, voilà, comme vous l'avez montré tout à l'heure, finalement, on pense que les personnes handicapées sont minoritaires, mais ça représente quand même 1 personne sur 5. Enfin, moi, j'avais 1 personne sur 5 en fait. C'est à peu près ça. Et en tout cas, c'est énorme. Ça veut dire que potentiellement, tous, on peut être touché du jour au lendemain, comme ça a été mon cas. Et quand ça vous arrive, c'est déjà une première épreuve à affronter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se fait par numérique. La moindre action que vous voulez faire, il faut aller sur Internet ou il faut aller sur une application. Quand c'est pas accessible pour ces personnes-là, ou pour moi par exemple qui vois pas bien, ça devient vite un parcours du combattant. Et comme je sais plus lequel l'a dit tout à l'heure, on finit par abandonner parce que c'est épuisant et fatigant. C'est vrai que pour moi, donc c'est ça, déjà penser autrement. En fait, on a tous on a notre façon de faire et on a tendance à penser que c'est celle de tout le monde. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, beaucoup sont très à l'aise avec, et il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout les utiliser, qui ne sont pas du tout à l'aise. Et pour se mettre dans la position de temps en temps de celui qui est peut-être moins à l'aise,
Et puis, tu as parlé tout à l'heure du visuel. Il y a aussi l'audio qu'on oublie souvent. Parce que moi, le visuel, j'ai envie de dire, je m'en fous un petit peu. Mais justement, le problème, c'est que tout le monde pense au visuel parce qu'on n'a pas l'audio, enfin, pas l'audio pour pouvoir naviguer avec le clavier. Et c'est souvent là que j'ai les plus grosses erreurs. C'est vraiment que le bouton, il est inactif ou il est pas vocalisé, il n'est pas clair. Donc, quelqu'un qui ne voit pas du tout, il est incapable de savoir qu'est-ce qu'on attend de lui dans un formulaire, par exemple, ou où il doit aller. Et donc, quand vous avez un bouton qui veut vocaliser bouton, par exemple, et on va pas loin avec ça. Voilà. Et ça, c'est des choses, des anomalies qui sont très récurrentes sur tous nos sites. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, c'est essayer d'imaginer d'autres, vous l'avez dit dans votre présentation, d'autres façons de faire, quoi. Voilà, de pas penser qu'on détient la vérité, mais qu'il y a peut-être d'autres méthodes de faire et que c'est pas pour ça qu'elles sont plus mauvaises que d'autres pour pouvoir englober un maximum d'utilisateurs. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. Plutôt l'accessibilité est prise en compte, donc vraiment dès le parcours, dès la créa et dès le design. Et c'est ce que je découvre aujourd'hui, c'est que moi j'arrive souvent trop tard. Et plus on va travailler ensemble et plus on va avoir des sites super. Et puis par rapport à la réglementation, oui, elle met en avant beaucoup de choses, ça va aider. Ça résout pas tout, c'est que à peine, je crois que c'est 0,1% des entreprises privées qui sont concernées en France, donc c'est peanuts. Mais c'est déjà des étapes. On voit qu'on progresse, donc je ne me fais pas d'illusions. Bientôt, le chiffre d'affaires va diminuer et ça imposera encore à plus d'entreprises de s'y mettre. Et on arrivera peut-être à quelque chose. Mais c'est un gros parcours. C'est pas simple, c'est un parcours du quotidien. Et je me permettrai juste de rajouter, ce qu'on oublie souvent, c'est que on a plusieurs types de handicaps et on a aussi des handicaps qui sont liés à une situation, un environnement bruyant dans un open space. Ça va être autant impactant que un handicap qui peut être permanent ou qui peut être temporaire. Vous avez le bras cassé pendant quelques semaines, vous allez avoir des difficultés à utiliser le numérique. Et souvent, on entend majoritairement les gens dire ça nous concerne pas, c'est pas le public qu'on vise ou ce genre de choses. Et donc il faut absolument pas oublier que pour moi le handicap c'est pas au singulier justement, c'est vraiment au pluriel par rapport à tous ces types-là. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de travail à ce niveau. De toute façon, et c'est important. J'avais une autre question pour vous. Quels ont été les problèmes auxquels vous avez été confrontés dans vos parcours? Déjà, c'est de faire valider le fait que ce soit important et que c'est pas juste c'est pas juste il faut le faire ou on essaiera de le faire, il faut le faire, c'est obligatoire pour rendre nos produits plus fonctionnels, pour que ça puisse répondre à un plus large catalogue d'utilisateurs. Il y a un autre point, pardon, je réfléchis en même temps, c'est aussi par rapport à ça, c'est qu'il faut penser nos produits pour pouvoir les mettre à jour en fait au fur et à mesure, avoir en tête qu'on veut aller vers des produits accessibles, mais derrière, techniquement, il faut les penser. Donc c'est énormément de travail. Je pense que côté design, le travail est un peu moins conséquent que côté dev. Côté dev, derrière, si vous voulez changer les couleurs, tout ça, ça va dépendre de toutes les feuilles de style. Est-ce que les éléments vont être liés à des tokens ou autre? Côté design, ça peut être fait un peu plus facilement. Après, c'est plutôt côté UX où on aura des recherches. Mais après, on va dire les problèmes, c'est de faire valider un peu par des gens et que tout le monde soit conscient vraiment du problème. J'ai déjà entendu un UX qui était daltonien. Une fois, on parlait de ce sujet-là, donc c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça, où il me disait ça, c'est pas grave, moi, je suis daltonien, ça m'est égal, et au final, ça représente peut-être, il m'a dit genre 2% des gens, donc c'est pas grave, ça impacte pas le chiffre d'affaires du site. Donc déjà là, je me dis, il est UX en plus, il est daltonien. Mais voilà, c'est de faire comprendre en fait à tout le monde que c'est hyper important, et c'est pas facile en fait de leur faire comprendre que le plus important, c'est pas leur projet, c'est surtout les gens qui vont utiliser les produits qui seront créés. Et un autre problème, je trouve, c'est de ne pas tomber dans le panneau de le faire parce qu'il faut le faire
Je pense, j'ai vu ça par exemple, donc je fais pas le procès du site Amélie, mais j'ai vu sur le site Amélie, il y a un bouton maintenant pour le rendre accessible, où j'ai l'impression qu'ils essaient de rebondir très rapidement pour le rendre accessible. Mais je me posais la question la semaine dernière, c'est quand on a un bouton pour rendre les sites accessibles sur des sites, est-ce que c'est réellement compris par tout le monde? Moi, je pense, mon cas par exemple, où j'ai j'ai ma vue qui baisse très légèrement sur l'œil droit, mais j'ai une petite correction avec mes lunettes, mais c'est pas méchant. Quand je mets mes lunettes, je vois beaucoup plus facilement le texte gris sur des sites web. Vu que je suis un mauvais élève, je mets jamais mes lunettes. Mais je vois très rapidement la différence quand je mets mes lunettes. Et quand je vais par exemple sur le site web SNCF, le premier réflexe, c'est que je vais cocher le petit toggle pour rendre le site accessible parce que je trouve ça plus agréable. Donc là, par rapport à ça, c'est que est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de faire un site, on va dire grand public, et créer une variation accessible, ou est-ce que ce serait pas plus simple en fait de juste faire un site accessible pour tout le monde? Donc, et par contre, je trouve que ça, c'est un vrai problème, c'est comment on va faire valider ça à tout le monde que le fait que ta couleur soit peut-être légèrement plus foncée, au final, ça va pas changer grand-chose, et au final, tu vas toucher beaucoup plus de monde à être beaucoup plus inclusif. Ah, c'est exactement ce qu'on a voulu dire à travers cette présentation-là, qu'au final, en designant de façon accessible directement, tout le monde pourra utiliser le site sans aucun problème. Et ça se tient aussi sur le design de produits. J'avais vu une conférence sur un designer qui expliquait que ils avaient sorti un système pour se brosser les dents pour les enfants autistes. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça amusait aussi beaucoup les enfants qui ne l'étaient pas. Donc, au final, en faisant pour un enfant autiste, ils ont fait pour tous les enfants. Et c'est exactement la même chose au final pour le web. Du coup, au niveau des problèmes que, en tant que UX designer, je peux rencontrer, alors j'aurais tendance effectivement à rejoindre Charles-Antoine sur le fait que l'accessibilité soit quelque chose un peu de facultatif, mais jamais quelque chose de primordial dans la prise en compte d'un projet. Alors, pas forcément, mais plus la non-formation, ou en tout cas la non-sensibilisation à. Ça m'arrive encore très régulièrement, et ça nous arrive au sein du studio, puisque on est formateur accessibilité, et on a une référente accessibilité au niveau intégration pour pouvoir justement former et sensibiliser les développeurs de Worldline à ce sujet-là. Et puis, alors oui, ce que je disais juste avant, hein, ça ne nous concerne pas, malheureusement, je l'entends vraiment encore trop souvent, donc là, l'objectif, c'est de sortir un peu de ce contexte. Et le dernier point, ce serait plus sur le fait de faire comprendre l'intérêt d'intégrer différents publics dans la cible que l'on vise lorsqu'on réalise des tests utilisateurs ou des entretiens. Donc, que ce soit en phase de recherche utilisateur ou en phase d'évaluation de produits ou de services, on a malheureusement tendance à trop souvent oublier ces notions de luminosité trop importante ou trop faible, contexte environnement bruyant ou plusieurs utilisations de plusieurs outils en même temps ou ce genre de choses, on a tendance à oublier un peu trop ces contextes-là lorsqu'on réalise des évaluations d'interface. Principalement, je dirais que c'est ça pour ma part. Alors, clairement, moi, de mon côté, la sensibilisation, je pense qu'on va tous être d'accord hein, sur ça. C'est l'une des grosses problématiques. Après, au jour le jour, en tant que dev, j'ai pas mal de soucis quand l'accès n'est pas pris en compte au niveau de la conception. Parce que comme j'arrive après coup, il y a certaines parties qui ne se voient pas, que je peux potentiellement corriger. Par contre, il y a beaucoup de choses, par exemple les contrastes et autres, ça je peux pas passer outre la créa. Et ça, c'est une des problématiques assez récurrentes. Et l'incompréhension, je pense par exemple à des combats contre des profils plutôt orientés sur le référencement, tout ce qui est référencement
au niveau accessibilité, ils s'en foutent un petit peu et c'est des fois difficile de travailler avec eux. Voilà. Moi, je vais rejoindre un peu tout le monde, hein. Du coup, une des grandes difficultés, en effet, la sensibilisation, j'ai envie de dire, tout le monde est d'accord sur le principe quand on explique ce qu'est l'accessibilité, pourquoi c'est important. Tout le monde va vous dire, va aller dans votre sens, hein. Ils vont vite comprendre qu'en effet, c'est important. Par contre, après, faudrait pas que ça change leurs habitudes ni ce qu'ils ont à voir. Donc, c'est là que ça commence à pêcher, c'est quand on commence à dire, bah ouais, mais du coup, bah là, ça veut dire qu'en effet, il faudrait changer ta couleur ou il faudrait mettre ton message au-dessus du bouton plutôt qu'en dessous. Parce que moi, quand je passe avec ma synthèse vocale et que j'ai un bouton qui me dit continuer, bah, je clique dessus, hein, donc le message en dessous, je le verrai jamais. Et ben là, c'est ah bah ouais, mais tu comprends, là, ça va pas faire joli, quoi. Voilà, donc ça va pas. Donc là, ça commence, c'est là qu'il faut commencer à négocier et à amener des arguments plus forts. Et c'est vrai qu'après, bah, c'est là que la réglementation, des fois, me permet de faire bouger les choses en disant, bah, de toute façon, maintenant, c'est une obligation. Donc voilà. Alors, j'aime pas trop ça. J'aurais préféré que ça passe par d'autres noms, mais quand c'est ma dernière carte, bah, je la mets en avant. Et pour faire vraiment bouger les lignes et qu'on pense bien à tout le monde. Et puis voilà, parce que comme vous, voilà, j'ai déjà entendu, bah oui, comme je disais tout à l'heure, hein, vous êtes minoritaire, quoi. On me l'a dit, bah oui, mais là tu comprends, tu veux mettre une vocalisation précise, mais vous êtes minoritaire, donc moi, il ne faut pas que ça bloque la maximum de clients qui pourraient faire des recherches via le FAQ. Donc, si les mots-clés sont plus là, ça ne va pas le faire, quoi. Voilà. Et quand je lui ai dit, bah, tu sais, minoritaire, ça veut dire quand même 20% de la population, donc à peu près 20% de tes clients potentiellement. Donc, et puis tu rajoutes les personnes âgées qui sont à peu près 50%, au moins 50% concernés. Je pense qu'à l'arrivée, on n'est plus très loin des 50% de tes clients, donc tu peux considérer qu'on est bien concerné. Mais voilà, faut trouver les mots. Par contre, après, c'est vrai que dès qu'on monte, moi, étant en situation, c'est plus facile aussi pour sensibiliser. Il va vite l'impact, hein, dès que je mets ma synthèse vocale en route et que je leur montre l'écran qui ne fonctionne pas. Voilà, ça sensibilise assez rapidement. Mais après, il faut faire bouger les lignes. Voilà, il y a toute la bonne pratique à mettre en place. Et puis, sur le coup, c'est bon, ça passe. Tout le monde repart la fleur au fusil en disant super, c'est bon, on va faire de l'accessibilité. Et puis en fait, après, bah, ils repartent dans leurs habitudes et puis ils oublient, quoi. Ils oublient de le faire parce qu'ils sont pas formés, parce qu'on a beau leur rappeler les bonnes pratiques et leur dire ce qu'il faut faire, et ben voilà, ils n'ont pas le temps. Il faut que les projets bougent vite. Moi, je suis sur des sites qui bougent tout le temps, alors c'est très dur d'arriver à rattraper la dette et à faire en sorte que le site soit à peu près propre, quoi. Voilà. Donc, on se bat pour ça, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Ah, merci à vous. En tout cas, je parle pour nous deux, mais on vous rejoint tous sur tout ce que vous avez dit. Je pense que même nous, en tant qu'alternantes, on arrive à avoir ce genre de réflexion et ce genre de cas parfois. Pour notre dernière question, ce serait de vous demander les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui voudraient se lancer dans une démarche d'optimisation et d'accessibilité numérique. Ouais. Du coup, par rapport à ça, après, moi, je vais plutôt parler côté design, mais c'est déjà de vraiment de le prendre ça comme une base. C'est dès qu'on commence un sujet, on s'assure que les éléments qu'on aura à dispo, c'est accessible. Donc, à commencer par les couleurs. Je pense que c'est un des critères qui est un des critères les plus importants par rapport à ça, qui pourrait régler beaucoup de problèmes. Après, ça réglera surtout les problèmes des malvoyants. Mais au moins commencer par cette étape-là et après voir un peu au fur et à mesure pour toucher tout le monde. Mais déjà, si on pose des bases sur les couleurs, on commence une démarche côté dev et côté design pour améliorer un peu tout ça au fur et à mesure. De peut-être aussi faire valider un peu tous ces efforts par des responsables, qu'on fasse pas ça un peu sans être sûr qu'on soit appuyé par quelqu'un qui pourra un peu propager aussi ces principes-là.
c'est de la sensibilisation, c'est sensibiliser, enfin on l'a dit 15 000 fois, mais je pense qu'il faut sensibiliser le maximum possible pour faire comprendre aussi que ce qu'on doit faire, c'est pas une question de compromis, c'est qu'il faut le faire. Là, par exemple, sur la mission actuelle, je suis en train de changer pas mal de principes de design. On a tendance à aller sur du compromis et du coup, je préfère parfois couper un peu court au débat parce que en fait, on va aller sur du compromis, sauf que là, on ne doit pas faire de compromis, on doit rendre nos produits accessibles pour tous. Donc, ça veut dire qu'il faut changer aussi notre manière de concevoir. Je pense que par rapport à ce point-là sur l'accessibilité, si on est designer et on n'est pas capable de changer notre manière de concevoir, on n'a peut-être pas fait le bon choix de métier. Enfin, faut quand même savoir s'adapter en fonction de situation et des standards, de l'environnement, tout ça. Et si on n'est pas capable demain de se dire, OK, ben, je vais devoir designer pour rendre mes produits accessibles, ça veut dire vraiment travailler le fond. Comment j'agence mon texte. Est-ce que je vais mettre, tout à l'heure, t'en parlais Sophie, c'est si j'ai un texte, ben, bien penser à mettre mon texte avant mon bouton pour pas valider quelque chose si au final, en derrière, on vient me dire les conditions. Travailler aussi le wording. Souvent, le wording, il était aussi oublié côté design. C'est hyper important aussi de prendre ça en compte. Même côté UI designer, c'est si j'ai un bouton, par exemple, sur la validation d'un paiement, est-ce que je vais mettre juste valider ou est-ce que je vais mettre valider le paiement histoire d'être sûr et de rassurer aussi l'utilisateur par rapport à ça. Donc je pense que les conseils, c'est de savoir changer surtout son état d'esprit et de s'adapter en fonction de ce qu'on demande, et ce qu'on demandera demain aux designers. Alors, je vais peut-être pas renchérir sur la partie sensibilisation. Je pense que tout le monde a bien compris l'objectif, la démarche, mais dans tous les cas, rien que ce type d'événement aide aussi à faire parler de cette grande notion qu'est l'accessibilité. Pour moi, c'est aussi de rester un peu en alerte, de toujours se documenter sur le sujet. Il y a des choses c'est quelque chose qui est en constante évolution. Donc, c'est se documenter en permanence. Et puis, il y a des outils qui sont vraiment, vraiment très utiles. Je pense essentiellement à webaccessibility.com. Vous rentrez l'URL, on vous annonce un score de conformité, on vous propose des recommandations assez rapides à mettre en place. Ça aide à démarrer si jamais vous êtes sur un site public. Vous avez, je crois que vous avez parlé de la checklist tout à l'heure. Vous en avez une autre de mémoire, je crois que c'est Pidila, il me semble, que le Design Groove, tout à l'heure d'ailleurs j'ai vu passer le lien du site, mais que Design Groove met en accès libre pour pouvoir derrière lister l'ensemble des bonnes pratiques à respecter. Donc ça, c'est au niveau, voilà, pour sur du court terme, qu'est-ce qu'on peut changer sur une interface qui est actuellement en ligne. Et puis après, derrière, si c'est vraiment sur une ouverture un démarrage de projet, là, l'objectif, c'est de faire un peu parfois de forcing pour expliquer que ce soit au niveau client, au niveau équipe, qu'il y a un intérêt vraiment à intégrer depuis le démarrage, donc depuis la recherche utilisateur, à essayer de comprendre un peu notre public cible et bien intégrer ces différents types de handicap, expliquer pourquoi et montrer avec des exemples concrets. Tout à l'heure, Sophie expliquait qu'effectivement c'était plus facile parce que derrière, à partir du moment où on leur montrait avec une synthèse vocale, eh bien ils voyaient tout de suite là où ça ne fonctionnait pas, et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur montre des choses concrètes et des éléments concrets, ça marche toujours mieux. Donc se baser sur du terrain, ça aide aussi à montrer un peu et à sensibiliser encore. Et puis après, ce sont des quick wins, un peu comme ce que vous avez cité Alicia et Clémentine tout à l'heure. Il y en a un aussi qui à chaque fois m'agace au plus haut point, c'est le fait de distinguer deux éléments juste avec de la couleur. Non, on intègre des formes, des icônes, on associe ce genre de choses. Donc il y a voilà, ces petites choses-là qu'on peut tout de suite modifier sur une interface et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc il faut essayer d'aller chercher ce genre d'informations et ce genre d'amélioration.
Et puis, je terminerai quand même en disant qu'il faut un maximum sensibiliser parce que pour moi, c'est vraiment la clé de tout. C'est la clé de tout déjà parce que souvent on a tendance à mettre beaucoup de choses derrière le terme UX design, mais on a aussi tendance à mettre beaucoup de choses derrière le terme accessibilité. Donc ça permet vraiment de faire connaître la notion et de pousser ensuite les bonnes pratiques à respecter lorsqu'on conçoit une interface. Moi, je rebondirais sur ce que Florine disait par rapport à la veille. C'est quelque chose qui est important, vraiment se former sur le sujet. Si on veut se lancer vraiment dans l'accessibilité, il y a moyen d'avoir une formation. Il y a beaucoup d'organismes qui donnent des bonnes formations. Bêtement, je dirais aussi se former via des conférences. Alors, je vais pas faire la pub pour Paris Web, mais un petit peu quand même. Aux UXD aussi, il y a des sujets qui tournent autour de l'accessibilité. C'est des choses qui sont intéressantes à voir. Il y a toute une partie aussi sortir de sa zone de confort, que ce soit pour les UI, UX ou même les devs. Si on est vraiment habitué à faire son boulot d'une certaine manière, des fois on peut faire des choses, rendre des sites plus accessibles sans faire beaucoup d'efforts, donc autant le faire. Et en conseil, je mettrais aussi penser humain, parce que malgré tout on fait des sites pour des humains, donc c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas l'oublier. J'ai plus grand-chose à rajouter, ils ont tout dit. Donc sensibilisation, première chose, parce que si on ne sensibilise pas, en fait, on ne peut pas faire passer des messages si déjà les gens ne sont pas avec nous. Donc déjà pour faire venir les gens vers nous. Se former auprès des organismes qui sont experts depuis des années, qui connaissent ça, qui suivent aussi la veille, donc qui nous forment aussi justement sur la réglementation et sur tout ce qu'il y a à mettre en place. Donc, pas hésiter à se faire former auprès des experts et qui nous aident aussi après à mettre, en général, ils font formation, ils font de l'audit, ils nous aident aussi à mettre nos sites, à rendre nos sites accessibles. Donc, ça permet d'avoir vraiment des contacts avec des gens concernés. Et puis, la troisième chose, je crois que c'est Florine qui l'a dit, c'est intégrer des scénarios, des scénarios avec des personas de tout bord, parce que moi, je me rends compte aujourd'hui que nos équipes de marketing chez nous nous disent « Ah, mais si, il faut faire ça sur le site, parce que voilà, le panel a demandé ça. » Et quand on leur dit « Il y a des personnes en situation de handicap dans ton panel ?» « Ah ben non. » Donc, voilà, ne serait-ce que ça. Donc, pour pouvoir justement englober ce qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas demander aux gens qui ne sont pas concernés de se mettre dans notre peau. C'est pas évident, c'est pas ça qu'on demande. C'est juste essayer de penser de temps en temps autrement, de pas penser que d'autres façons de faire, se dire que d'autres font différemment. Donc, essayer de se mettre un peu en situation sans forcément prendre leur place. Et donc, justement, les intégrer dans des profils ou dans des panels pour pouvoir bien comprendre quelles sont leurs difficultés. Ils seront beaucoup plus à l'aise que nous parce que chaque handicap est différent, même dans un même handicap, même sur un... Voilà, moi, je suis dans des associations au niveau national, à la Fédération des aveugles, entre autres, et voilà, on a tous des soucis visuels, on n'a pas les mêmes maladies, et même quand on n'a même pas les mêmes maladies, on ne voit pas forcément la même chose. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la luminosité, il y a notre vie aussi et nos problèmes autres. Donc c'est difficile de mettre un site qui va marcher pour tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions qui conviennent au maximum. Voilà. Et puis surtout bien rappeler que si on rend un site accessible, vous l'avez dit aussi dans votre documentaire, ça servira pour tout le monde. Merci. En fait, l'accessibilité, c'est simplifier au maximum les choses. Et qu'est-ce que cherche aujourd'hui tout le monde, c'est d'aller vite, d'avoir l'information rapidement et de pouvoir faire les choses simplement. Donc, finalement, on satisfera tout le monde. Merci Sophie, c'est exactement le point qu'on voulait soulever en tout cas. Et je vois qu'on a 3 questions. On nous demande si dans différents projets, on suit plus les règles classiques donc du RG2A ou si on a eu l'occasion d'intégrer les règles FALC, donc facile à lire et à comprendre. Alors moi, je ne connais pas facile à lire et à comprendre, ça ne me dit rien.
Moi non plus. Enfin, c'est la méthode FALC, c'est pour les personnes avec des handicaps mentaux. Donc, c'est simplifier au maximum un texte qui peut être compliqué. Un texte juridique, par exemple, qui peut être compliqué, c'est trouver des mots pour que ce soit plus facile à lire. Donc, ça sert aux handicaps mentaux ou aux personnes étrangères aussi qui ne maîtrisent pas trop bien la langue française. Voilà. Donc, c'est juste améliorer son texte. Et ça peut servir quand on a des documents importants à transmettre. Ok. Comprendre les impôts, par exemple, c'est sympa. Et on a Quentin qui nous demande, donc il est actuellement seul designer de sa structure et seul responsable web. Il travaille avec des devs qui développent leur site via WordPress et il se demande si l'accessibilité peut être prise en compte lorsqu'on passe par des systèmes de gestion de contenu ou des éditeurs no-code. C'est une très bonne question, je ne sais pas. Alors moi, je pourrais répondre, ça dépend. Globalement, sur WordPress ou tout CMS plus ou moins bien fait, en général, les corps sont le corps de base des CMS sont plutôt accessibles. Après, comme c'est géré par des thèmes, ça dépendra du thème. Donc là, en fonction de comment le thème est fait, ça peut être problématique. Je sais que sur WordPress, il y a des tags sur certains thèmes qui sont accessibles. Sur les éditeurs no-code, ça dépend des sites. Ça dépend vraiment des différents thèmes et des différents CMS qui sont derrière. Sans développement, c'est parfois compliqué de rendre tout ça accessible. Au moins sur la partie code. La partie graphique, potentiellement, il reste des choses à faire. Et en tant que designer, là, il n'y a pas de souci pour adapter tout ça. Merci. Et donc, on a Solène qui nous demande si on a des noms de sites de formation. Donc, on a forcément la certification OpQuest avec une formation qui permet d'atteindre. Enfin, je pense que Yann, tu en parleras mieux que moi. J'avais anticipé la question, du coup, j'avais mis des centres de formation. En fait, au niveau formation, vraiment sur l'accessibilité, on a l'Access 42 qui est vraiment très, très bon. C'est eux qui ont rédigé le RG2AV4, donc ils maîtrisent le sujet. Hein. On a pas mal de boîtes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et Opquast, c'est plutôt orienté transversal, donc c'est pas vraiment que l'accessibilité, c'est la qualité web au sens large. Donc ça va plus loin que l'accessibilité et à un niveau un peu plus bas que d'autres formations qui peuvent être intéressantes si on veut vraiment se spécialiser dans l'accessibilité. Je confirme qu'Access 42 est vraiment expert en termes de formation. C'est avec eux que j'ai eu le plus de formation et c'est toujours très bien fait. J'en ai une prochainement d'ailleurs, en tant qu'auditeur de site. Du coup, on va se retrouver, c'est celle du mois de juin? Ouais. Ouais, j'y serai aussi. J'y serai avec une de mes développeuses, donc on sera deux. Par Access 42, je confirme, je sais que les devs chez Leroy Merlin travaillent avec eux aussi, ils sont satisfaits du service. En plus, sur les développeurs, il y a une certification maintenant de la formation, donc ça donne du poids. Moi, j'essaie de les encourager avec ça, c'est toujours un plus, quoi. D'avoir un certificat en plus qui valide qu'on a bien formé, qu'on a bien mis en formation. Ils sont les seuls à le faire, je crois. En sachant que les formations, en général, elles fonctionnent, si vous êtes salarié, via le CFP, elles sont finançables. Et en tant que freelance, vos organismes de formation, de financement de formation payent sans problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ben, merci beaucoup. Ouais, on n'a plus de questions. Je pense que toute question est faite, vous avez répondu à tout.
Il est 19h20. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé. C'était un bel événement. Merci aussi aux différents inscrits. J'espère que vous avez aimé. La vidéo sera en replay sur YouTube d'ici quelques jours. On peut les remercier, on peut les applaudir. Merci encore à Clémentine, Alicia, Sophie, Floréline, Yann et Charles-Antoine. Et puis nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, bonne soirée. Merci.